Bonjour à tous et toutes, merci de l'invitation. Je suis Thibaut Sinet, je suis scénographe dans le spectacle vivant, dans toute sa palette, du théâtre, de l'opéra, des concerts, en intérieur et en extérieur. Là, je viens de faire un spectacle en ruralité également cet été. Je suis un peu multicasquette. Donc, je suis scénographe, créateur costume et créateur lumière en fonction des projets également. Et je suis président de l'Union des scénographes. Alors, certains connaissent peut-être déjà. Alors, l'UDS, Union des scénographes, représente les scénographes de spectacles, d'expositions et d'équipements, les créateurs, créatrices costumes et les créateurs, créatrices lumière. Donc voilà, je représente tout ce monde et on essaye à chaque fois de faire correspondre et comprendre les enjeux des métiers des uns et des autres. Et je suis également membre fondateur de XPO, qui est la Fédération des métiers de l'exposition, où l'UDS est partie prenante également dans cette fédération. Donc voilà un peu mes multiples casquettes. Sur les sujets, Ça fait beaucoup de casquettes. ça fait beaucoup de casquettes, oui, tout à fait. Ça fait beaucoup de métiers également. Mais les enjeux d'éco-responsabilité et de soutenabilité sont au cœur de nos questionnements et des miens également. Et dans mon travail, et en tant qu'artiste et en tant que président, j'essaye aussi de faire avancer les choses à notre échelle et de comprendre les enjeux de façon pratico-pratique. Euh, donc moi, pour parler de mes créations, donc là je vous disais, j'ai fait un spectacle en ruralité, donc là il y avait aussi toute une dimension sociale avec des amateurs, avec des artistes aussi pour créer un spectacle en beau milieu des champs. J'ai monté un spectacle l'année dernière sur un opéra sur le climat, donc là aussi avec les nouveaux récits, avec un compositeur contemporain qui a écrit une musique avec un livret contemporain aussi sur les enjeux climatiques et comment la jeunesse s'empare de ces questions-là, qui a été monté à l'Opéra de Montpellier. J'ai fait aussi là, en ce moment, il y a un opéra qui tourne, que j'appelle Opéra Piscine, ça s'appelle Singing in the Pool, qui est justement un opéra en piscine. Donc l'enjeu c'est sur l'eau, c'est sur le dérèglement climatique et c'est sur l'eau. Donc on joue dans différentes piscines. Le prochain spectacle c'est à la piscine de Montreuil. Donc on a les chanteurs qui sont immergés dans l'eau, qui chantent et qui questionnent justement le dérèglement climatique. Donc voilà, ça fait partie aussi des enjeux qui me questionnent et de questionner la place du public, puisque le public vient en maillot de bain. Donc il y a aussi un autre rapport à la création et au spectacle. Donc c'est aussi voilà, questionner l'environnement de la création qui m'intéresse. Tout comme l'opéra que j'ai fait sur le climat, ou questionner justement comment on essaye de faire une scénographie. Je faisais les décors et les costumes. Comment on fait des décors et des costumes éco-responsables pour être en lien avec le spectacle et cohérent avec ce qu'on essaye de défendre artistiquement. Donc voilà, ça fait partie des enjeux qui m'ont animé. À l'UDS, pour continuer voilà, sur toutes mes casquettes, vous me dites si je parle trop vite ou si j'ai des sujets qui méritent que je m'arrête un peu plus. À l'UDS, on a rédigé un manifeste qui s'appelle le manifeste de l'éco-scénographie, qui est en ligne, qui est accessible sur notre site internet de l'Union des scénographes, qui a été traduit en 3 langues, en anglais, en italien, en espagnol, à la demande de nos homologues scénographes. Qui est en 2 pages. Je le présente là, c'est vraiment une page recto verso avec une partie juridique et réglementaire et une autre partie un peu méthodologique. L'idée justement, c'était une volonté de ma part de faire un document qui est assez synthétique, qui va être amené aussi à évoluer dans le temps en fonction des pratiques, mais c'est déjà une première base. Et l'idée, c'est que ça soit un document qui reste sur le bureau, justement, et pas faire 15 pages que personne ne va lire et qui va rester dans l'étagère. Donc c'est pour ça que l'idée c'est d'avoir un document assez facile. Il est téléchargeable sur notre site internet qui est gratuitement. Et on a fait pour XPO, on a fait la même chose cette année là qu'on a présenté également, qui est le manifeste de l'éco-conception des expositions permanentes et temporaires, qui tient en 50 formulations
qui est aussi téléchargeable soit sur le site d'XPO, soit sur le site de l'UDS. Voilà, et tous ces documents ont été présentés également au ministère de la Culture, donc ils ont tous en main tous nos documents de synthèse. Oui, là je vois aussi le livre Rendre le spectacle durable pour rester vivant, où j'ai été invité à faire une contribution. Donc c'est vrai de lire justement un article voilà, sur mettre un pied dans le réel des scénographes, qui explique un peu justement tous les enjeux qui se posent à nous dans la création entre la théorie et la pratique. Parfois, voilà, il y a un grand fossé et c'est ce qu'on essaye de combler. On essaye d'expliquer, de former et justement, ça me permet aussi dans ma pratique de me rendre compte parfois entre les idées qu'on essaye de défendre, de voir quels sont les obstacles, les freins, comment on peut y remédier, quelles sont les difficultés aussi des théâtres, des opéras, des maisons pour pouvoir nous aider, nous accompagner dans ces enjeux-là et de former également aussi les professionnels. On vient de lancer là avec le CFPTS une nouvelle formation en 2025 sur justement l'éco-conception des spectacles et des décors. Donc voilà, ça fait partie aussi des enjeux qu'on essaye d'accompagner. Donc l'UDS, je suis désolé, je suis un peu dans le désordre, mais l'UDS c'est un syndicat professionnel. On est là pour défendre le métier, le valoriser et pour accompagner justement les mutations du métier. Voilà. Surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce qu'on trouve du coup comme recommandation dans ce petit document-là. Dans le document de l'UDS, on retrouve plusieurs recommandations qui sont assez, j'ai envie de dire, qui peuvent paraître élémentaires, mais qui sont encore difficiles à mettre en place à plein d'endroits. Notamment expliquer que le concept d'éco-conception doit venir dès le départ du projet, dès en amont. Et ça, c'est encore une difficulté qu'on peine encore à expliquer, que c'est pas dès qu'on a rendu la maquette qu'il faut se poser la question, c'est avant de rendre la maquette qu'on doit se poser la question. Donc voilà, ça fait partie de ces enjeux-là, par exemple, qu'on essaye d'expliquer. Et même après, une fois qu'on a rendu la maquette, comment justement la place du scénographe, qui ne peut pas tout. Le scénographe, il a sa part de responsabilité, mais il fait partie d'une chaîne et que c'est toute cette chaîne qui doit pouvoir aujourd'hui évoluer et comprendre les enjeux des uns et des autres. Donc c'est ça qu'on essaye d'expliquer un peu, par exemple sur les choix des matériaux, sur les dimensions des matériaux également, de pouvoir réduire les chutes dès le départ. C'est-à-dire que dès qu'on décide quelque chose, de penser que en amont du projet, on va réduire les chutes à la découpe et que l'atelier aura déjà moins de découpes inutiles. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on essaie d'expliquer également. Alors nous, on travaille aussi avec nos partenaires qui sont par exemple Reditech, qui est l'association des directeurs techniques, qui sont nos partenaires et nos liens réguliers dans le théâtre. Nos liens directs quand on fait des créations, c'est la direction technique. Donc on travaille beaucoup avec l'association aussi Reditech. Et on travaille aussi avec le collectif 17h25 pour expliquer aussi, qui travaille sur aujourd'hui des standardisations d'éléments de structure. Excuse-moi, j'essaie de prendre des notes. C'est Reditech et la deuxième, c'est quoi? Le collectif 17h25. Ok. Alors, si vous ne connaissez pas le collectif 17h25, le collectif 17h25 a été créé par 4 maisons d'opéra, le théâtre du Châtelet, l'Opéra de Paris, le Festival d'Aix et la Monnaie de Bruxelles. Ça vient principalement des directions techniques qui se sont commencé à dialoguer ensemble pour pouvoir justement réfléchir à une standardisation des éléments de structure, pour n'avoir que les éléments de décor qui voyagent et pas les éléments structurels, et que comme ça chaque maison ait les mêmes structures et qui limite le nombre de camions de tournée. Voilà un peu le principe. Et donc là, ils viennent de développer un prototype sur les éléments de structure standard qu'on a mis en ligne d'ailleurs sur le site internet de l'UDS, où vous pouvez avoir accès justement à toute leur documentation du collectif 17h25.
Donc, ça veut dire que les scénographes, si je comprends bien tout ça, travaillent avec la direction technique des théâtres pour concevoir en faisant des économies de matériaux, si j'ai bien suivi. C'est pas tellement une économie de matériaux parce qu'en fait, la question, c'est qu'il y a un investissement premier pour justement avoir un outil plus durable plus longtemps. Ah oui. Donc, pour l'instant, justement, on essaye d'expliquer que il n'y a pas d'économie et que éco-concevoir, c'est pas forcément compatible avec la notion low cost ou une vision économique qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, rien ne dit, il n'y a aucune étude qui montre que ça coûte moins cher. Au contraire, ça coûte plus cher d'éco-concevoir. Et aujourd'hui, encore plus avec l'inflation des matériaux et des matières premières. Et dans toutes ces recommandations, vous parlez aussi de recyclage ou pas du tout? On parle de recyclage, on parle de fin de vie des matériaux, on parle de réemploi, avec justement les enjeux de droit d'auteur et les enjeux sécuritaires. Là, je vous invite aussi, si vous voulez approfondir la question, on a publié un article dans la lettre du spectacle, où il y a tout un grand article sur le droit d'auteur ne doit pas être perçu comme un obstacle au réemploi, mais comme un outil essentiel de la RSE. Puisque justement, souvent, on s'arrête à dire « Ah, ben, il y a des droits d'auteur, donc on ne peut pas aller plus loin », mais l'idée, c'est justement le droit d'auteur, comment on peut s'en emparer comme un outil. Et un autre article aussi dans Scène Plus, également, voilà, je sais pas si tu vois, qui était paru cet été, sur le réemploi des décors, pose une série de questions techniques et réglementaires sur justement tout l'aspect sécuritaire et réglementaire, sur les lignifuges, sur les fins de vie des matériaux qui sont parfois usés ou mal stockés. Voilà. Au niveau des droits d'auteur, je veux bien que tu m'en dises plus parce que j'imagine qu'il ne s'agit pas des droits d'auteur des scripts. Ou des... Non, des scénographes. Ouais, d'accord. Et bah, en quoi ça peut devenir un outil L'outil, c'est que ça veut dire qu'il y a une signature d'un artiste. L'œuvre est signée par un scénographe, un artiste. Et que c'est ça aussi sa façon son moyen de rétribution, c'est le droit d'auteur. Et également, c'est le principe de citation, c'est-à-dire que quand on réemploie une œuvre, si elle n'est pas transformée ou si on la reconnaît également dans un autre spectacle, de pouvoir citer son auteur ou le rétribuer également et lui demander son autorisation si on peut faire du réemploi de son œuvre. Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, oui, oui. Du coup, ça, effectivement, c'est parfois plus intéressant de réutiliser en payant des droits d'auteur que de recréer. C'est ça? Aujourd'hui, dans l'économie qu'on a, en tout cas du théâtre et de l'opéra, beaucoup de lieux stockent et se questionnent justement de comment on peut réutiliser le stock. Soit c'est en interne, soit c'est donné à des recycleries ou des recycleries, on va dire. Et la question, c'est comment justement ces recycleries peuvent redonner ou refaire circuler des œuvres dont on perd justement la traçabilité de son auteur. Et que parfois, justement, la question, c'est de dire comment, ou même les recycleries se posent la question de comment il faut transformer, valoriser certaines œuvres. Est-ce qu'il faut tout démanteler, justement, pour pas que l'œuvre soit reconnaissable ou pas? Voilà. Ah, salut Herman! Salut, est-ce que je peux poser une question ou... Ah carrément, parce que là, il n'y a que moi qui parle, donc c'est très bien si tu en poses. Bonjour Thibaut, merci, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresserait de revenir un peu sur cette histoire de droit d'auteur. Je sais que, je crois que c'est à l'initiative du ministère de la Culture, il y a Cyril Delphos et une juriste qui travaille sur toutes les questions juridiques qui sont qui se mettent un peu en travers de la transition écologique dans le secteur, et cette question du droit d'auteur en est une. Et en fait, je m'interrogeais, enfin, j'ai parcouru rapidement le manifeste sur. Je comprends bien l'idée que le réemploi doit se faire dans le respect du droit moral des scénographes, des auteurs, etc. Mais
il reste un flou à partir du moment où les scénographes s'engagent à autoriser le réemploi dans une logique écologique et tout en conservant le droit moral. Là, on introduit quelque chose qui est quand même, qui peut toujours être discuté, c'est-à-dire on ne définit pas clairement à quel moment effectivement l'œuvre disparaît derrière les matériaux, et est-ce que ce flou relatif, tant qu'on n'arrivera pas soit à dire on renonce au droit moral. Je fais un peu je pose des questions un peu béotiennes peut-être, mais est-ce qu'on ne risque pas en fait, de remettre une barrière au fait que les gens s'engagent réellement là-dedans. Enfin, ce que tu disais, c'est-à-dire que les théâtres préfèrent stocker plutôt que de se retrouver avec des problématiques à gérer en termes de droits d'auteur, voire à payer un contrat de cession à l'auteur original en plus du contrat de cession au nouveau scénographe. Voilà, je ne sais pas si ma question est très claire, mais pour moi, il y a un peu de flou et donc peut-être un loup. Mais justement, c'est ce qu'on essaye de soulever et d'essayer d'y répondre nous aussi. Et en disant, justement, la question de rémunération du droit d'auteur, elle ne doit pas être un frein. S'il y a droit d'auteur, si on veut réutiliser, et que la personne dit, je suis d'accord, mais vous me payez un droit d'auteur, c'est normal. Et ça ne devrait pas. Et il est d'accord avec le réemploi de son œuvre, ce qui demande une rétribution en droit. C'est ce qui existe en musique. En musique, quand il y a beaucoup de réemprunts en musique, on paye le droit, on reconnaît l'artiste à qui on a emprunté la musique. Sans que ça pose de questions. Donc, je vois pas pourquoi en scénographie ça devrait poser plus de problématiques de ce côté-là. Ou comme en littérature, on fait des citations. On est obligé de citer l'auteur de la partie qu'on cite. Si on ne cite pas la partie et qu'on recopie telle quelle, on peut être attaqué pour plagiat. Donc, c'est du même ordre, sauf que c'est juste en scénographie qu'il faut se poser la même question. Oui, mais on pourrait très bien imaginer du coup le droit moral des auteurs fait que si demain, je sais pas, tu fais une scénographie et elle est réutilisée en partie par un autre scénographe et que au final tu considères que ton œuvre a été défigurée, tu peux très bien en droit aller attaquer le théâtre et donc, c'est un risque juridique qu'on fait peser sur le réemploi, mine de rien. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple à un moment donné, de se dire, bon, on est dans une situation d'urgence telle que on piétine le droit? Non, pas qu'on piétine le droit, mais qu'on se repose ces questions de droit, c'est-à-dire si tu es rémunéré si tu es rémunéré pour ta création, faut-il que tu sois encore rémunéré pour une réutilisation d'une partie de ta création sur une création suivante? Voilà. C'est ce qui existe en musique, c'est ce que je dis. En musique, on sait ce qu'on fait sans que ça pose de questions. Quand on réemploie une musique, quand quelqu'un remixe une musique, il paye les droits d'auteur à l'artiste auquel il a remixé la musique, sans que ça pose de questions. Pourquoi nous, alors que je peux vous dire qu'en plus, les rémunérations des scénographes sont très difficiles. On a mené une enquête là récemment sur les rémunérations des scénographes. Ils sont en dessous du SMIC. Donc, c'est pas, on demande pas la lune quand on demande à continuer à avoir une rémunération sur la continuité de l'exploitation de notre œuvre. Et est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les théâtres qui se lancent dans le réemploi font effectivement des contrats de cession avec le scénographe original? Ça commence. C'est un peu du cas par cas, j'ai envie de dire. Il y en a beaucoup qui aussi omettent de le dire. Et il y a des liens de subordination qui font que souvent les scénographes, au contraire, ne disent rien, même s'ils voient passer leurs œuvres qui sont réemployées sans qu'on leur ait demandé leur consentement. Mais c'est très difficile pour un scénographe d'attaquer un théâtre sans avoir après la crainte d'être blacklisté également. Donc voilà, les enjeux, ils sont aussi là. Et donc, vous avez des discussions en tant que fédération avec
avec des syndicats aussi, des syndicats d'employeurs, des syndicats type, je sais pas, Syndeac ou les syndicats nationaux et autres sur ces questions-là. Il y a un dialogue plutôt positif, ouvert aujourd'hui. Très ouvert. Pour l'instant, il est encore difficile d'être dans le concret, parce qu'on a plein d'enjeux également sur le statut du scénographe, et qui restent aussi des enjeux encore plus dans mieux produire, mieux diffuser, où justement c'est plutôt moins de création, moins de production, et que le scénographe vit de création et ne vit pas justement de l'exploitation de son œuvre. Donc c'est aussi pour ça que c'est un enjeu pour nous, de comment un scénographe peut vivre de l'exploitation de son œuvre si justement il n'a plus de création. Ok. Ah oui. Donc, dans mieux produire, mieux diffuser, on oublie beaucoup, mais justement l'enjeu il est justement que le scénographe, nous on est payé principalement que sur les créations, que sur le nombre de créations. Et pas la logique du droit d'auteur, puisque normalement le droit d'auteur, la rémunération devrait être liée à l'exploitation, donc vous devriez être payé. Pour le théâtre, l'opéra et le théâtre privé le font, et le théâtre subventionné est le plus mauvais élève. Ok, merci. Je me tais. Non, mais en vrai, c'est un super sujet. Tu sais, Arman, il serait vachement content qu'à l'université, on lance un nouveau grand débat. Et franchement, ça peut être intéressant de mettre autour d'une table plusieurs personnes qui partagent pas forcément la même idée de ce sujet-là. Moi, j'ai pas forcément une autre idée que Thibaut là-dessus. Je posais des questions. Après, la question, elle est aussi parce que là, on le voit sous couvert d'une certaine bienveillance du monde du spectacle vivant. Mais l'enjeu, il est aussi, par exemple, si un décor est donné dans une recyclerie et que justement on perd la traçabilité de son auteur, et qu'un gros groupe industriel se dise, bah tiens, on va faire une campagne de pub et on va montrer qu'on est écolo, on va faire du réemploi. Ils prennent un décor qu'ils ont trouvé et puis on le retrouve dans une publicité d'une marque pour laquelle on n'a pas forcément envie d'être associé et se dire, bah tiens, c'est mon décor qui vient de passer à la télé pour cette marque. Donc voilà, ça fait partie aussi de ces enjeux-là qu'on soulève. Ou d'un groupe politique, pareil aussi. Un groupe politique qui pourrait dire, tiens, on fait une autre campagne de pub avec tel décor derrière nous, alors qu'on n'a pas forcément envie d'être associé à ce groupe politique. Qui aurait eu, au contraire, quelque chose de bienveillant de dire, bah, je vais récupérer un décor dans une recyclerie. Okay. Ouais. Carrément. Là, pour reprendre ta fiche, parce que finalement, ce truc de droit d'auteur, c'est un des points, mais du coup, il y a des... Oui, il y a plusieurs points. C'est pour ça que je dis la première partie est sur le juridique et l'autre partie est sur la partie méthodologique. D'accord. Ah ouais, trop bien. Alors sur la partie... Je peux vous mettre le manifeste aussi de l'exposition, si vous voulez, qui est plus complet, qui a plusieurs points, parce que lui... Là, on parle vraiment que de scénographie et sur l'exposition, on élargit beaucoup plus le sujet. Toi, tu fais aussi de la scéno d'exposition ? Moi, j'ai été conseiller scientifique sur 2 expositions. D'accord. Ah oui, super. Et donc là, quand tu parles d'un autre document, il s'agit. Je vais vous le mettre. Il s'agit du manifeste de XPO. Okay. Je vais le mettre aussi. Je sais pas ce que c'est XPO. XPO, c'est la Fédération des concepteurs d'exposition. Donc voilà, ça c'est des outils qu'on essaie justement qui sont pas forcément dédiés aux scénographes, mais qui sont dédiés justement aux producteurs, à toutes les chaînes de métiers pour comprendre justement les enjeux auxquels on est confronté. Ok. Et c'est, j'imagine, un gros travail. C'est plusieurs gros travails. Toi, tu fais ça en plus de ton métier. Merci pour toute cette énergie passée à faire tout ça. Dans la profession, c'est pris comment ? Enfin, est-ce que tout le monde fait partie de ces syndicats, de ces associations, et du coup, ils sont à fond sur cette dynamique ? Comment c'est pris tout ce projet-là ? Bonne question. Aujourd'hui, c'est varié. Il y a encore beaucoup de mal à appréhender ces outils qu'on met en place, et par les scénographes et par justement l'écosystème qui ont du mal à mesurer et à comprendre
ce qui est à mettre en place. Par exemple, là, j'étais invité cet été à Avignon par l'ACDN, l'association des directeurs de CDN, où on repointait quand même, par exemple, la disparition de l'atelier de construction de Nanterre-Amandier. Donc, par exemple, voilà, qu'est-ce que ça soulève comme question aujourd'hui de faire disparaître un atelier de construction dans un théâtre quand on parle de produire et de construire à proximité, voilà, par exemple, qu'est-ce que ça soulève comme enjeu. Oui. Alors, on sait qu'il y a plein de théâtres nationaux ou d'opéras nationaux même qui font construire des décors à l'étranger. Et aujourd'hui, justement, dans le projet Mieux produire, mieux diffuser, on aimerait que justement il y ait une traçabilité de dire où a été construit les décors. Parce que ça arrive souvent que ce soit fait genre en Pologne, comme ça, on le voit dans le Dans cinéma. des pays européens où justement le coût de la main-d'œuvre est moins cher. Ouais. Et Mais donc c'est débile. Il s'est fait là-bas pour revenir en France. Exactement. Ah ouais. Et ça, vous ne le savez pas. Et non. Et le public non plus. Mais voilà, aujourd'hui, ça existe. Et même des théâtres qui, après, vont vous parler d'écologie. Ouais. Et c'est taré. Bah en plus, c'est bête parce que ça fait moins de boulot en France. Ah oui, mais si on supprime des ateliers de construction et que effectivement la main-d'œuvre coûte cher, beaucoup plus cher en France, on va faire construire à l'étranger. Surtout pour des gros décors, dès que les budgets sont assez conséquents et que les enjeux sont importants, ça commence à arriver de plus en plus. Donc là, l'idée, c'est de créer un label, c'est ça? Non, on ne crée pas de label. On aimerait juste que, justement, dans les enjeux de mieux produire, mieux diffuser, on essaye d'alerter le ministère, parce que notre interlocuteur privilégié, c'est quand même le ministère de la Culture. C'est d'expliquer au ministère nos enjeux et que dans le programme mieux produire, mieux diffuser, c'est d'expliquer nos métiers, nos façons d'être rémunérés dans le métier, justement de réexpliquer qu'on vit de création, on ne vit pas de diffusion, on ne vit pas de l'exploitation de nos œuvres. Même quand c'est repris plusieurs fois dans les théâtres, dans les opéras. Donc voilà, on essaye d'expliquer tout ça. Et on essaye aussi d'expliquer les enjeux qui se posent à nous sur la construction et de dire que justement on soutient et on défend aussi les ateliers de construction dont on entend très peu parler. Et donc pour nous, c'est très important de pouvoir avoir des ateliers de construction compétents et de proximité à côté des ateliers de théâtre et d'opéra. Et de rappeler aussi que les ateliers de stockage sont pas toujours des ateliers de stockage sains et qu'il y en a beaucoup qui sont dans des états insalubres et que justement il faut passer de stocker à conserver pour que ça puisse être réutilisable. Trop bien. Ouais, c'est beaucoup de questions hein, sur un tout petit sujet. Enfin, en même temps, c'est pas un petit sujet, mais c'est vrai que chez les Shifters Culture, on parle beaucoup du transport. Des spectateurs, des artistes, mais cette question-là, elle est finalement aussi importante que les autres. Bah, c'est un enjeu, c'est ce qu'on essaye aussi d'expliquer, c'est que les scénographes, on a souvent été mis de côté depuis une trentaine d'années, on va dire. On n'a pas été au cœur des enjeux et des débats, et beaucoup de gens ont parlé à notre place, sans comprendre justement toutes les chaînes que ça implique, et que ça soit pour nous scénographes ou direction technique également, ou les ateliers de construction qu'on n'entend pas non plus. Sauf qu'il y a des enjeux très importants qui sont mêlés. Carrément. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le groupe? Parce que j'ai l'impression qu'avec Herman, il n'y a que nous qui posons des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Mais c'est vrai que la question de droit d'auteur est revenue souvent et on fait partie, Herman en parlait, de la commission qui a été lancée. On a été auditionné tout à fait et on fait partie du groupe de travail pour justement expliquer ces enjeux-là. Est-ce qu'on est... Allô? Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a le problème des travailleurs déportés, comme pour les travailleurs migrants dans le monde des scénographes? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, qui fabriquent des décors moins chers, à moindre prix, etc. Ça existe dans votre métier? Alors certainement, mais alors je sais pas du tout. Non, pour l'instant, on parle principalement de l'échelle européenne. D'accord. C'est les pays frontaliers européens qui construisent. Avec les scénographes polonais, quoi, c'est ça?
Polonais, grec, espagnol, vous avez tout, voilà. Mais là, Belge. J'ai c'est pas le... référence au plombier polonais dont on a beaucoup parlé, qui travaillait Ah oui, quelquefois. oui. Non, non, il y a d'autres pays, il n'y a pas non, non, il y a plein d'autres pays frontaliers de la France qui font travailler, qui ont des ateliers qui coûtent moins cher, ou qui ont des avantages fiscaux, des abattements fiscaux que nous n'avons pas et qui, du coup, deviennent plus compétitifs que nous. En tout cas, pour les ateliers privés, quoi. Là, Jean s'amusait à dire les scénographes polonais ou tchèques, mais en vrai, le scénographe à chaque fois est français. C'est que l'équipe Non, d'atelier. non, pas toujours. Ah non, pas toujours, d'accord, ok. Si vous regardez la dernière création de Cyrano de Bergerac à la Comédie Française, la scénographe est anglaise, alors que c'est un metteur en scène français. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la scénographie virtuelle? Il y a un mot à dire là-dessus sur l'utilisation de non-matériaux, si je peux dire, pour la construction des décors? Tu parles de vidéoprojection? Je ne sais pas. De façon plus large, de mise en espace avec des tridimensionnels, enfin voilà, des hologrammes, des choses comme ça. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un projet autour de ça, de développer ça? Oui, alors, ça existe. Il y a le Cirque du Soleil qui a développé un outil qui s'appelle HoloLens pour avoir une scénographie virtuelle. Ça a commencé. Il y a eu le spectacle film Noir aussi, là, qui ont développé tout un projet de spectacle en réalité virtuelle également, qui était très intéressant avec une scénographie immersive. Donc oui, ça commence à se développer. Donc on évacue un problème de décor là. Bah, ça dépend, parce que dans le projet immersif, il y a des éléments de décor. Il y a la question du stockage des données numériques qui reste aussi un autre enjeu. Mhm. Donc je ne sais pas si ça résout tout le problème. Ouais. Ouais, et puis la consommation d'un VP assez puissant pour projeter tout ça, c'est pas la même qu'un objet. Et ça a un coût aussi, et ça limite la jauge. En tout cas, dès qu'il y a des lunettes VR et tout ça, aujourd'hui, les jauges sont assez limitées parce que la technologie ne permet pas d'avoir plus de 20-30 personnes, grand max. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui est encore très, très limité en termes d'audience et qui coûte encore très cher. Je parle de ça parce que Thomas Joly, là, pour les manifestations des Jeux Olympiques, avait expliqué à un moment donné qu'il dépensait beaucoup moins de carbone en faisant la scénographie qu'il avait imaginée, notamment avec des jeux de lumière, etc., que s'il avait mis des décors. Et, alors, je vais devoir mettre un joker, mais parce que je connais très bien l'équipe qui a travaillé avec Thomas Joly sur les cérémonies. Mais je vous invite à faire vous-même l'analyse, le bilan carbone des cérémonies et des artistes invités du bout du monde. Je suis pas sûr que le gain, parce qu'on a fait la cérémonie à 19h et pas à 20h et qu'on n'a pas utilisé tous les projets pour éclairer tout le long de la scène, soit vraiment bénéficiaire. D'accord. Mais je laisse les shifters faire eux-mêmes le bilan carbone des 150 péniches, des 80 écrans LED, du déplacement de Céline Dion et de Lady Gaga. Voilà. Ok. Est-ce que, tiens, juste une question, est-ce que, du coup, j'ai compris que tu faisais aussi partie de la fédération Expo, donc il y a cette logique de lien avec le travail scénographique pour les expositions. Est-ce qu'il y a du coup, parce que dans le domaine, oui, dans le domaine des expositions, il y a tout un travail qui est aussi mené, je ne sais pas, par exemple, par l'Augure Lab Scénographie, etc. Est-ce qu'il y a du coup, il y a des pratiques qui viennent plutôt enfin,
des réflexions sur le réemploi des matériaux, etc., qui ont été développées dans le domaine des expositions, qui infusent vers le spectacle vivant et inversement. Est-ce qu'il y a une porosité comme ça sur les pratiques? Oui, alors pour l'instant, c'est plutôt le spectacle vivant qui infuse vers l'exposition, Ouais. dans les usages de pratique, parce que justement, la scénographie de spectacle est prévue pour être montée, démontée, et être plus facilement transportable que l'exposition. Donc pour l'instant, c'est plutôt ces usages-là qui sont amenés. Ou de comprendre justement qu'il faut boulonner et pas visser. Dans le spectacle vivant, le boulonnage est plus récurrent que dans l'exposition, par exemple. Ou dans l'exposition, on visse plus facilement. C'est un petit détail, mais voilà, ça explique déjà pas mal de choses. Pour vous dire aussi, j'en profite, ça me donne l'occasion de donner aussi, on a lancé une étude, une première étude également avec Thalys Santé sur l'inifugation. Et donc, on fait une étude justement sur la prévention du risque sanitaire des outils, des produits chimiques inifugent pour tous justement les professionnels du spectacle vivant et de l'exposition. Et là-dessus, oui, parce que ça, c'est aussi effectivement, au-delà de la question du droit d'auteur, c'est l'autre, j'imagine que c'est un peu l'autre gros enjeu réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas le certificat d'inifugation d'un matériau réemployé, il faut le réinifuger, c'est ça, hein? En fait, on a justement un nœud réglementaire, on va dire, parce que justement la question du réemploi ne s'est jamais vraiment posée telle que. C'est que pour expliquer assez clairement, on a un certificat d'inifuge pour l'ensemble du décor. Ouais. La validité, elle est valable pour l'ensemble de la scénographie. Elle n'est pas valable pour un élément. C'est-à-dire que si j'extrais de cette scénographie qu'une porte, par exemple, eh bien cette porte, elle n'a plus de certification, puisque la certification était valable pour elle dans son ensemble de l'élément scénographique. Donc, même si elle a été traitée à l'inifuge, mais donc, quand je récupère cette porte, je suis obligé, moi, si je la réintègre dans une scénographie, pour pouvoir revalider la scénographie, de la réinifuger, pour avoir le certificat. Et donc là, il y a des questions sur ce que ça représente d'un point de vue chimique. Et là, il y a la question de certains, pour nous, du point de vue sanitaire, en tout cas les ateliers, quand ils badigeonnent les décors avec le produit Inifuge, quand nous aussi, on les côtoie au jour le jour, on est tout le temps à côté des décors, et même les recycleries, quand elles démontent ou quand elles poncent justement des matériaux qui ont été inifugés. Donc, c'est des particules qu'on respire. Donc là, justement, on fait une analyse de comprendre qu'est-ce que c'est que ces matériaux exactement. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans les produits inifuges, en plus de l'inifuge, du produit à retardeur de flamme, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme composants à l'intérieur. Ok, merci. Et l'inifuge est encore un vrai frein et encore une vraie difficulté pour expliquer et comprendre et faciliter le réemploi. Aujourd'hui, ça reste encore une difficulté, même sur la durée de validité, combien de temps est valable un décor inifuge, et sur la fin de vie, et conditionne également la fin de vie des décors. Aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir que tous les décors, ils ne partent pas en enfouissement. Et là-dessus, vous avez des discussions constructives, par exemple avec Reditech, parce que souvent dans les théâtres, les directeurs techniques sont aussi les personnes qui sont responsables de la sécurité, et qui ont tendance, dans mon expérience, à être un peu regardants sur ces questions d'inifugation. Comme la responsabilité leur incombe, ils sont plutôt à être les premiers à réclamer de plus de certificats. Et c'est eux qui justement conditionnent d'avoir une vue globale, en tout cas, d'un décor de A à Z. C'est plus facile de comprendre et de savoir ce que c'est que ce décor que de l'avoir avec des bouts récupérés à droite à gauche dont on ne connaît pas vraiment ni leur vie, comment ils ont vécu, comment ils ont été stockés. Voilà. Donc, c'est eux qui sont garants de la sécurité et des artistes et du public également.
Moi, je voudrais demander comment ça, tu as dit tout à l'heure que ça bougeait pas beaucoup, enfin, qu'il y avait pas mal de réticences, enfin, que les gens sont pas au courant, etc. Mais quels sont les facteurs, quels sont les projets positifs, enfin, en quelque sorte? Comment ça, les perspectives heureuses? Qu'est-ce que tu sens venir ou qu'est-ce que tu sens monter? C'est une excellente question de conclusion, ça. Merci, Jean. Bah, en fait, tout le monde a envie. La difficulté, elle est là, c'est que aujourd'hui, c'est rare d'entendre quelqu'un qui est contre ou qui ne veut pas. La question, c'est surtout comme maintenant, quels sont les outils, comment je peux faire, comment outiller, comment justement former les gens. Et c'est pas que former les scénographes, c'est aussi voilà former toute la chaîne. Et c'est parfois aussi former les directions artistiques pour expliquer justement que il faut des ou même les architectes. C'est pour ça là, c'est le livre dont j'ai pas qui est à l'issue du titre que je vous invite à lire qui s'appelle Horizon Théâtre, lieu de spectacle, architecture en devenir, où j'ai écrit justement un article sur de la boîte noire à la boîte verte, d'expliquer que justement c'est le lieu théâtre qui conditionne aussi notre façon d'appréhender et que aujourd'hui on s'est toujours adapté à un mécanisme, à une méthodologie de travail et de création, et que le lieu de théâtre aujourd'hui c'est plus forcément une scène et une salle, mais c'est des outils annexes qui sont des ateliers de construction, qui sont des ateliers des espaces de stockage, des espaces de désassemblage, des espaces numériques, enfin voilà, et d'essayer de comprendre justement ce que c'est que l'outil théâtre et que c'est pas forcément un lieu de représentation. Donc aujourd'hui, on essaye d'expliquer ça et que c'est le théâtre qui nous façonne également. Et si je comprends bien, c'est par l'évolution du théâtre que ce problème va évoluer, quoi. C'est ça, c'est le théâtre globalement évoluant vers la question de décarbonation qui va vous permettre de faire évoluer le décor. Bah, quand on a des lieux de stockage qui sont dans des conteneurs, aujourd'hui, Ouais, il y a beaucoup de théâtres et d'opéras qui stockent nos décors dans des conteneurs et qui sont ouais. sur des ports. Et aujourd'hui, Mhm. s'il y a une fuite d'eau dans un conteneur, vous ouvrez le conteneur 10 ans plus tard, tout ce qui est à l'intérieur est pourri. Mhm. Et que même si vous voulez dire, tiens, on va essayer de réemployer des éléments de décor, admettons qu'ils soient bien conservés dans le conteneur, et bien, pour aller sortir les éléments, vous êtes obligé de sortir tout le conteneur. Ouais. Donc vous voyez bien il y a des difficultés et que aujourd'hui il y a plein de théâtres qui essayent de rapprocher leur lieu de stockage du lieu de production. Mais justement, la pression immobilière fait que justement ça coûte cher d'avoir des espaces de stockage. Les villes ont encore du mal à investir et à comprendre qu'il faut des lieux de stockage suffisamment grands et adaptés mis à disposition des scènes. Donc voilà, il y a encore un travail qu'on essaye de faire à tous les niveaux. Ouais. Tu avais un conseil, là, une démarche à effectuer pour nos auditeurs. C'est quoi? C'est qui veulent un peu creuser cette question ou s'en emparer. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Eh ben, interrogez vos élus locaux de savoir, ou même vos directions artistiques, de savoir où sont stockés les éléments de décor, quels sont les ateliers de construction quels ils font travailler, à proximité ou pas, voilà, et de comprendre les enjeux qui s'y attellent. D'accord. Et combien ça coûte. Aujourd'hui, l'enjeu, il est aussi économique, et que justement, il y a beaucoup de villes, même quand on construit un théâtre, vous voyez beaucoup d'articles sur la construction du nouveau théâtre, mais vous voyez très peu d'articles sur, bah oui, mais c'est combien d'espaces de stockage il y a prévu avec le théâtre. Alors, j'ouvre peut-être un nouveau truc, mais ça m'évoque. Enfin, moi, je travaille un peu dans le spectacle et bah, souvent, c'est les compagnies qui stockent leurs décors. Enfin, ça dépend de l'échelle des productions, évidemment, hein, mais Bah, dans un CDN, c'est le directeur du CDN qui crée ses spectacles et ils sont stockés dans le CDN. ah oui, 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 je vois. Oui, oui, t'as raison. À l'opéra, c'est pareil. À l'opéra, toutes les productions sont stockées dans le théâtre producteur ou du coproducteur. Donc parfois, par exemple, le décor peut être construit, la production peut venir de Marseille et puis après le décor part en tournée et puis il se retrouve stocké dans une autre ville. Enfin, voilà. Je vois. Effectivement, ça donne envie de leur poser la question à mes théâtres locaux. Mais je vous invite je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais je vous invite à savoir combien de conteneurs a l'Opéra de Paris ou le Festival d'Aix dans stockage de décors. Vous Et alors, serez étonné des chiffres. c'est quoi les chiffres? Tu les as?
De mémoire, Aix, j'ai peur de dire des bêtises, mais de mémoire, Aix, c'est 1700 conteneurs et l'Opéra de Paris, c'est 17 000 conteneurs, mais à vérifier. Mais de mémoire, c'est de cette échelle-là. Et Opéra de Paris, c'est Bastille Bastille et Garnier. et Garnier, ouais. Ok. 17 000. Mais C'est du ouf. coup, avec des productions qui tournent plus depuis bien longtemps, en fait, des trucs qui sont. Ah bah, ils ont plus de 30 ans, 40 ans, les productions. Alors, en tout cas, l'Opéra de Paris, il y a encore des productions de Strehler qui datent des années 60. Hein. Ouais, ok. Donc ils ressortent les containers que pour ça à ce moment-là, ok. Pour les reprises. Moi, ça m'est arrivé quelques fois de travailler sur des installations d'expo, enfin des trucs plutôt pas pérennes, mais à la Cité des Sciences. Et ils ont un stockage à côté de la Cité des Sciences. En fait, plein d'élus veulent leur arracher ça parce que ça serait l'occasion de faire des garages, de stocker d'autres choses, mais c'est immense. C'est des grands garages collés à la Cité des Sciences. À la Villette. Et même pour les musées, les lieux de stockage sont une vraie question. Beaucoup de musées ont été conçus sans questionner les lieux de stockage, et que ce soit pour les expositions ou pour les caisses de transport des œuvres. Donc aujourd'hui, il y a plein de musées qui ont des vrais enjeux et des vraies problématiques d'avoir des zones tampons ou mutualisées pour pouvoir stocker des éléments de cimaises, des éléments de décor également. Aujourd'hui, ça, c'est un vrai enjeu pour les musées. Encore le théâtre, on imagine qu'il faut stocker des trucs. Dans les musées, c'est encore une vraie problématique. Est-ce qu'on sait combien de fois en moyenne un décor est utilisé? Il y a une moyenne ou pas? On ne sait pas, c'est pas possible de dire ça. Ça dépend du secteur d'activité. Un théâtre privé, quand il fait 500 représentations, c'est super. Dans le théâtre public, quand on fait 10 représentations, c'est déjà incroyable. Ouais, je comprends. Et la moyenne d'exploitation d'un spectacle de danse, je crois, c'est 3 fois ou quelque chose comme ça. Ça, c'est l'autre enjeu auquel on n'a pas encore compris, mais j'espère que peut-être un jour on m'expliquera. C'est qu'il y a quand même un rapport de la Cour des comptes qui, justement, a permis à Souffler, Mieux produire, mieux diffuser, mais qui disait que, justement, les spectacles tournaient peu ou mal. Et après, on nous a dit qu'en fait, c'était justement les tournées qui polluaient. Mais donc, si on tourne peu ou mal, je vois pas comment on peut polluer en tournée. Oui. Non, mais je crois que l'enjeu, c'est de rééquilibrer. Enfin, ce que disait déjà le rapport Latarjet en 2004, hein, c'est qu'il faut qu'on rééquilibre le rapport entre production et diffusion. C'est-à-dire que c'est pas durable de créer des spectacles qui sont joués 2 ou 3 fois au regard des ressources qui sont mobilisées. Mais après, je pense que si effectivement, moi, ce que je retiens notamment, c'est si on réduit le nombre de productions à un moment donné, il va falloir se poser la question de comment sont rémunérés des gens qui, pour l'instant, ne sont payés que lorsqu'ils créent, quoi. Et voilà. Donc, effectivement, se poser la question de est-ce que il y a une partie de la rémunération des scénographes et d'autres, des costumiers et autres qui est liée à l'exploitation du spectacle, parce que C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on essaye d'expliquer au ministère aussi de la Culture, et qui a du mal à encore comprendre cet enjeu-là. ouais. Oui, mais c'est Même ça. les ateliers de construction, il faut se rendre compte que les ateliers de construction, ils vivent aussi de création. Et donc, s'il y a moins de création, si même nous, on a du mal à vivre, parce qu'il y aura moins de création, il va y avoir forcément des fermetures d'ateliers. Et même dans les ateliers de théâtre ou d'opéra, qui sont rattachés à des maisons, qui tournent au ralenti et qui sont à la merci de fermeture, parce que justement, pas rentable. Oui, mais enfin, moi, je sais pas, hein, c'est une vraie question, mais à un moment donné, se dire, comme dans d'autres secteurs de la vie économique de nos sociétés, on est quand même dans des logiques je vais utiliser ce mot-là, hein, mais de surproduction, c'est-à-dire que 1500 spectacles au Festival d'Avignon, pour moi, à un moment donné, ça n'a plus aucun sens. Enfin, personne ne peut voir autant de spectacles, donc se dire que on produit peut-être un peu moins et que, oui, ça veut dire redimensionner peut-être l'économie de la création de décors et autres, mais qu'on fait ça, qu'on essaye de penser la justice sociale en faisant en sorte que les gens soient mieux rémunérés quand
quand ils créent et que surtout ils touchent des droits quand les spectacles sont exploités. Enfin, on peut pas. On est d'accord là-dessus. Nous, c'est tout ce qu'on demande, d'avoir une cohérence dans le discours entre mieux produire, mieux diffuser. On est tout à fait d'accord de dire, on veut bien produire moins, mais dans ce cas-là, comment on vit, quoi. Et il faut qu'on puisse vivre de l'exploitation de notre œuvre. Non, mais c'est intéressant, c'est que cette question de justice sociale dans la transition, elle revient partout, hein, dès qu'on commence à bouger un curseur. Et même dans le costume, on en parle moins parce qu'il y a aussi un enjeu, pour parler un peu du costume, par exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de création contemporaine et de la fripe. Aujourd'hui, avant, c'était un atelier de construction. Il y avait un atelier, le costumier dessinait, il y avait une maquette, et on dessinait des costumes sur mesure pour la personne, pour l'acteur ou l'actrice. Aujourd'hui, ce métier-là, c'est plus l'atelier, c'est plus 10 personnes qui vont faire, ça retombe sur les épaules du costumier, tout seul, pour le même salaire, qui va devoir, en plus de faire les dessins, faire des fripes. Et faire les fripes, c'est du temps et on est obligé d'acheter. Souvent, j'essaye d'expliquer aussi. La fripe, on achète le double de costumes nécessaires parce qu'on doit faire les essayages et qu'on n'a pas l'acteur et l'actrice sous la main quand on fait les achats. Donc, on est obligé d'acheter le double pour pouvoir faire des essais et voir si quand on sera sur place, ça ira. Et donc, on achète des costumes qui serviront pas. C'est ça que faut avoir conscience de ça aussi. Mais en termes de matériaux, ces costumes que tu n'utilises pas, tu vas pouvoir les ramener à la friperie. Bah non. Enfin, en tout cas, après, ça reste propriété de l'opéra ou du théâtre. Mais par exemple, pour vous dire, le spectacle Climat que j'ai fait. Ok, ils vont pas revendre si c'est pas utilisé. L'opéra peut revendre aussi. Ouais. Peut revendre. Mais, en tout cas, en achat, moi, par exemple, pour l'opéra Climat, il y avait 100 personnes à habiller. J'ai acheté 200 costumes. La production était dans le sud de la France. Moi, j'étais à Paris. Je peux vous dire que j'ai fait tous mes achats à Paris. Hein. Ils m'ont pas payé pour faire mes achats. Enfin, j'en ai fait quelques-uns quand j'étais en répétition et qu'il fallait faire des compléments. Mais globalement, j'ai acheté tous mes costumes dans toutes les friperies et recycleries de Paris. Et à chaque fois que je venais dans le sud, je descendais avec des valises entières de costumes. Et ça pour le même tarif. Tout ce temps-là, c'est le même tarif que si je le faisais faire j'étais payé de la même façon que si c'était un atelier qui construisait les costumes. Donc là aussi, il y a des changements, il y a des évolutions de compétences, de métiers et de dévalorisation également du métier, parce qu'après on reste aussi, même les critiques, on essaye aussi d'expliquer justement que les critiques souvent disent c'est des costumes contemporains ou c'est de la fripe, mais du coup il n'y a plus du tout d'adjectifs ou de qualificatifs si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais voilà, pour vous dire, à chaque fois, justement, les costumes, on est obligé d'acheter le double ou le triple de nos besoins pour faire les essayages dans le théâtre avec les acteurs et les actrices. C'est terrible ce constat et j'espère vraiment que ça va évoluer dans le bon sens parce que. C'est une question de méthodologie. Si j'avais l'acteur ou l'actrice avec moi pour faire toutes les courses à chaque fois, peut-être que ça serait différent, mais c'est payer aussi les gens, voilà, de dire ils sont mobilisés tant de temps. Pour faire ça. Moi, j'ai un catalogue de mesures et je me dis, j'espère que ça va lui aller. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis désolé d'en arriver à une conclusion à un moment où on parlait de cette problématique qui relève presque, on va pas dire la précarité, mais bon, c'est quand même emmerdant. Si, ça fait partie justement de l'écologique et du social, c'est ce qu'on essaye de défendre aussi. En tout cas, on arrive déjà à 1 heure d'intervention, pratiquement. Je suis pas sûr qu'on ait dit merci et au revoir à Thibaut, du coup. Tout à fait. Non, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. J'espère que j'ai été cohérent. Je suis parti un peu dans tous les sens. Mais... Bien sûr, non, très bien. Non, puis d'ouvrir des questions aussi, c'est bien. Je vous invite, j'ouvre une perspective, je vous invite à étudier le dernier concert d'Adèle actuellement, qui était soi-disant une réponse justement aux tournées. Donc je vous invite à étudier la question du dernier concert d'Adèle en Allemagne. Ok.
J'ai pas vu. Ah bah je vous invite. Voilà, ils ont construit un stade spécifique pour ça. Ah ouais. Elle n'a pas tourné. Elle est restée en Allemagne un mois. Ils ont construit un stade juste pour son concert. D'accord. Et ils ont fait venir des gens de toute l'Europe et du monde entier. Exactement. Et donc ils ont fait toute une analyse justement écologique en disant que justement c'est un concert éco-responsable. Ouais. Bah après, si tu compares avec comment elle s'appelle, la nana qui a fait, tout le monde en parlait là, de ça, l'américaine là, qui va peut-être déstabiliser les élections de Trump. Ah oui, oui. Alors elle a tourné, hein, puis elle a tourné beaucoup de choses. Hein. Enfin, il y avait du matos qui la suivait. Alors ouais, effectivement. Mais il faut bien de les tourner. Enfin, j'essaye aussi d'expliquer, de défendre. Moi, mon métier, c'est aussi de défendre nos métiers. Hein, vous l'aurez compris. Mais les tournées des concerts, il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a dans les camions. Enfin, souvent, on a du mal à imaginer et à comprendre ce qu'on voyage, ce qu'on transporte. Et en fait, quand on fait de stade en stade ou de zénith en zénith, c'est des coquilles vides. Il n'y a rien. Donc on est obligé d'amener tout le matériel et de le poser et que le spectacle soit exactement identique dans toutes les villes. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de voyager avec tout le matos. Donc là, il y aurait peut-être aussi un enjeu à questionner pourquoi les stades et les zéniths sont des coquilles vides. Ah oui, et ça revient à ce que tu disais dans les préconisations, d'avoir en interne des structures qu'il n'y a plus qu'à habiller. Ben voilà, enfin je sais pas, je vous laisse, je lance les pistes de réflexion, mais c'est pour ça que j'explique que le lieu, les conditions d'un lieu et les conditions d'accueil d'un lieu déterminent justement comment nous on s'y adapte et comment on y répond. Carrément. Après, pour beaucoup, les structures sont quand même louées pas loin, non? Tu crois pas que les structures partent dans les camions? En tournée, tout le structurel part en tournée. Hein. Ah ouais. Tous les projecteurs partent en tournée, tous les écrans géants partent en tournée. Tiens, je t'ai persuadé. C'est souvent de la location, mais on loue une fois au départ et puis il fait toute la tournée. Ah oui, d'accord. Ah ouais, bah ouais, il y a beaucoup à faire. Hein. Putain, quel chantier. Et puis il faudrait qu'il soit déjà terminé ce chantier. Et puis il y a la LED, j'ai pas parlé, je l'ouvre encore pour la prochaine fois. Je vous invite à inviter les créateurs lumière. Il y a aussi toute la transition LED qui reste aussi un vaste sujet pour nous également, pour les créateurs lumière, un enjeu aussi vaste et complexe encore. Ben, grand merci pour toutes ces pistes de travail. Et puis, une bonne soirée. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, peut-être avant que tu partes, je peux lire le truc que tu as dit, Laurent, que tu n'as peut-être pas vu dans le chat. De nombreux secteurs de l'économie devront s'adapter. Certains vont s'étoffer, d'autres vont décroître, voire disparaître. L'aviation en fera partie car elle est née avec le pétrole et mourra avec le pétrole. J'ai de plus en plus l'impression que certains secteurs de la culture en feront aussi partie et ce n'est peut-être pas si grave. Tu as sans doute raison, Laurent. Mais ça veut dire que beaucoup de métiers vont disparaître, dont celui de Thibaut, dont les nôtres. C'est ça, sauf que nous, on n'est pas né avec le pétrole. Nous, on est né avec les Grecs il y a plus de 2000 ans. T'as raison. Et j'espère qu'on va continuer à vivre. Ouais, j'espère aussi. Merci encore Thibaut. Et puis à bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.